le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Souaré. Ce soir, il sera question de slam, à mi-chemin entre le rap et la poésie. Cette nouvelle façon de s'exprimer avec art intéresse de plus en plus de jeunes, nous apprend Mamoudou M. Kondé. Son reportage grand format à ne rater sous aucun prétexte dans cette session d'information Film Soir. C'est tout pour le sommaire. Les détails ce sera juste après. Plein feu sur l'actualité nationale ce lundi 23 octobre 2023. Avec vous, Djaré Girassi, bonsoir. Bonsoir Alpha Ousmane Souaré, bonsoir à tous. Film Soir. Plein feu sur l'actu. La totale de l'actualité nationale. À la une de l'actualité, la Guinée signe enfin son retour au sein de l'OMVS après 3 mois d'absence. Pour le moment, le gouvernement n'en fait pas du tout cas. Son porte-parole, lui, fait planer le doute. Ousmane Gawal Diallo se contente tout simplement d'annoncer que le pays n'a aucun intérêt à y retourner clandestinement. Le procès des événements du 28 septembre s'est encore poursuivi ce lundi devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, et ce sont les victimes constituées partie civile qui ont encore défilé à la barre. L'actualité, c'est aussi le syndicat national de l'éducation qui traite le recrutement annoncé par le ministère du Travail et de la fonction publique d'inopportun. Mais pour quelle raison? Vous le saurez dans un court instant. C'est tout pour les titres. Merci à tous et bienvenue. Au terme de la deuxième session extraordinaire des chefs d'État de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, tenue jeudi par visioconférence, la Guinée a signé son retour dans l'organisation après 3 mois d'absence. Dans le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre, les dirigeants de l'OMVS ont invité notamment le Conseil des ministres et le Haut-Commissaire à diligenter les processus de mobilisation des financements pour la construction des barrages de Koukountamba et de Gourbassi. Mais pour l'instant, Conakry ne donne aucune information sur ce retour. Le porte-parole du gouvernement indique cependant que le pays ne retournera pas clandestinement dans l'organisation. Ousmane Gawal Diallo est au micro de Tierno Alpha Ibrahima Baldé. Je pense qu'il faut attendre un communiqué du gouvernement et des autorités à cet effet. Le moment venu, le gouvernement dira sa position sur ça. Quand il était question de nous retirer, on l'a fait par les voies les plus appropriées. Si on doit revenir, ça ne se fera pas clandestinement. Si on doit revenir, on va dire au monde entier, on revient, voilà les conditions qu'on a acceptées. Donc on n'est pas à ce niveau. Les passeports diplomatiques des ministres du gouvernement de transition sont saisis par la présidence. Cette mesure intervient après l'interdiction faite aux DAF des départements ministériels de quitter le pays. Des acteurs de la société civile saluent cette démarche qui, selon eux, vise à moraliser la gestion publique et permettre aussi au colonel Mamadi Doumbouya d'avoir un œil sur les différents voyages qu'effectuent les ministres. Ces mesures devraient aussi appuyer la CRIEF dans ses investigations sur les présumés cas de corruption et de détournement de deniers publics. Tierno Alpha Ibrahima Baldé. Si les DAF des ministères ne peuvent plus sortir du pays à cause de l'instruction judiciaire ouverte contre eux par la CRIEF, les ministres, eux, vont devoir désormais chercher des autorisations à la présidence pour effectuer un voyage. Les passeports diplomatiques de l'ensemble des membres du gouvernement ont été saisis. Iboun Konté, un des vice-présidents du Conseil national des organisations de la société civile, apprécie cette décision du président de la transition qui, selon lui, cherche à voir clair dans la gestion de ces cadres. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une gouvernance vertueuse, mais je voudrais profiter de cette opportunité pour en appeler au président de la transition. Le moment est venu de rendre opérationnelle la loi d'accès à l'information publique. Une telle loi peut permettre aux journalistes et aux citoyens de questionner ceux qui sont investis de la puissance publique, de la gestion des affaires publiques, et les gens là sont tenus de rendre compte aux citoyens et aux journalistes pour anticiper tous les cas de corruption. Ils sont nombreux ces observateurs qui estiment que les passeports des ministres ont été saisis dans le cadre de l'instruction ouverte contre les DAF des ministères. L'analyste politique Aboubakar Sidiki Ouattara aussi a sa lecture de cette actualité. Si les DAF sont convoqués et qu'il y a des dossiers qui sont ouverts contre les DAF, c'est sûr qu'étant des exécutants, ils vont dénoncer ceux qui leur ont donné les ordres. Et les ordres, généralement, viennent des ministres qui sont les ordonnateurs. Donc, c'est un peu rassurer la population sur la volonté du président
d'aller jusqu'au bout par rapport à la lutte contre la corruption. Depuis quelques semaines, la presse continue de dénoncer des surfacturations dans des marchés publics, mais aussi l'attribution abusive de marchés gré à gré par certains ministres ou directeurs de régie financière. La société civile avait appelé le président de la transition à prendre ses responsabilités face à ce phénomène qui compromet la transition. Annoncé en Guinée depuis plusieurs mois, le président de l'UFDG continue de séjourner à l'étranger. Pour le coordinateur des fédérations de l'intérieur du pays de son parti, rien à date ne peut pousser Cellou Dalein Diallo à hâter les pas. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, quel est l'élément qui devrait même le pousser à être là de sitôt, à hâter le pas? On n'est même pas dans la perspective d'aller vers une élection. Pour le moment, ils sont en train de gérer les affaires courantes. Il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas de code électoral, il n'y a pas d'organe de gestion des élections, il n'y a pas de... Il va rentrer, mais l'UFDG est une institution. C'est lui en train de faire un travail énorme à l'extérieur du pays. Tenez-vous bien, le fait que cette transition sera recadrée très bientôt, le travail de Cellou fait partie. Que ce soit au niveau sous-régional ou international, des avancées sont en train d'être notées pour que la transition soit remise sur le pas. Il ne s'agit pas de revenir et s'asseoir à Conakry. Il a de lieutenants comme Cellou Baldé, comme Fodéoussou, comme Kalemoudou, comme Banosso, comme beaucoup d'autres personnes. Cellou viendra pour être candidat à l'élection présidentielle, conduire la liste des députés à l'Assemblée nationale, conduire la liste de nos élus communaux dans les différentes circonscriptions. Vous écoutiez à l'instant même Cellou Baldé, coordinateur des fédérations de l'UFDG de l'intérieur du pays. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien dans l'émission, dans l'invité film soir. Le nouveau président de la coordination des Foulbé et Ali Poula de Guinée plaide pour la libération de Guido Foulbé, en détention depuis bientôt 1 an. Elhadj Alseni Dalababari a formulé cette demande lors de sa cérémonie d'intronisation ce dimanche, un acte que salue l'un des avocats du jeune blogueur. Dans une interview accordée à notre rédaction ce lundi, Maître Alpha Amadou Desba a souhaité que cette demande trouve un écho favorable auprès des autorités. Mamada Massila. Le responsable de la coordination des Foulbé et Ali Poula de Guinée a d'abord déploré le comportement des jeunes blogueurs de Guinée avant d'interpeller le colonel Mamadi Doumbouya sur le cas Guido Foulbé. Certaine de l'innocence de son client, Maître Desba pense que cette demande devrait être immédiatement mise en application. Moi, je pense que c'est une demande sociale qui doit normalement avoir un écho favorable auprès du président, puisque nous savons tous dans quelles conditions Guido Foulbé a été arrêté. Il s'agit en réalité d'un simple blogueur, un jeune homme qui avait perdu ses repères. Je pense que ce qu'on lui reproche est tellement grave qu'il est impossible que cela soit vrai. À la question de savoir par quelle méthode le président de la transition doit passer afin que Guido Foulbé puisse recouvrer sa liberté, Maître Alpha Oumar Desba répond. Je pense que ça c'est hors procédure judiciaire. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais si les conditions de son arrestation n'ont pas été légales, si de la même façon on peut l'élargir, je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose, même si dans le principe c'est un peu discutable. La procédure judiciaire concernant le jeune blogueur continue de plus belle et tous les moyens sont en train d'être mis en place pour que justice soit rendue, affirme Maître Desba. L'instruction est toujours en cours, il a déjà été entendu, ses co-inculpés également. Nous attendons prochainement que les choses soient clarifiées parce qu'il semble qu'il y aurait des témoins qui doivent être entendus. Nous attendons de voir qu'est-ce que tout cela va donner. Mamadou Baïlo Diallo, connu sur les réseaux sociaux sous le sobriquet Guido Foulbé, est accusé de complot contre l'État. Le procès de l'ancien directeur général de la Société des eaux de Guinée a été de nouveau renvoyé ce lundi au 9 novembre prochain pour faute d'avocat. Mamadou Dioulde Diallo et son directeur comptable sont poursuivis pour des faits présumés de faux en écriture publique, enrichissement illicite et corruption. À l'ouverture de ce procès le 12 juillet dernier, les prévenus avaient nié toute implication dans les faits qui leur sont reprochés. Depuis, cette affaire qui a fait l'objet de multiples renvois n'a jamais connu de débat au fond. La CRIEF soupçonne Mamadou Dioulde Diallo et Ousmane Kourouma d'avoir détourné plus de 3 milliards de francs guinéens, prétextant que cet argent devait servir à l'achat de matériel et au paiement des loyers de certaines agences de la SEG.
Mamadou Diallo, Abdul Gadri Diallo et Saran Sissé sont les 3 nouvelles victimes qui ont été entendues ce lundi devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry avant la pause de la mi-journée. Toutes se plaignent de coups et blessures et violences et accusent les forces de défense et de sécurité. Sekou Diatia Camara, compte rendu. Mamadou Diallo, qui a comparu le premier, a fait sa déposition sur fond d'accusation à l'encontre du colonel Moussa Keboro Kamara. Il dit avoir trouvé cet officier de la gendarmerie à l'esplanade du stade dans la matinée du 28 septembre en 2009. L'ex-patron des services spéciaux aurait menacé de tuer tous les manifestants qui entreraient au stade. Il aurait également tiré sur un jeune à l'aide d'un pistolet vers l'université Gamal Abdel Nasser, a révélé Mamadou Dian. Malgré ces menaces, a ajouté le quinquagénaire, il est entré dans l'enceinte du stade et a pris place à la tribune avant l'irruption des militaires aux environs de 11 heures. Dans la débandade, son ami Ali Gassimo a été atteint par balle devant lui. Pendant qu'il tentait de secourir à ce dernier, lui-même a été poignardé au niveau de la cuisse par un militaire, a-t-il ajouté. Après avoir pris quelques pas, il dit s'être immobilisé entre 2 personnes atteintes de balles allongées à terre. Ils sont ramassés ensuite et transportés par la Croix-Rouge à l'hôpital Donka. Lui est admis au service des urgences. Les 2 corps conduits à la morgue. Abdul Gadiri Diallo, le deuxième plaignant qui a comparu, a affirmé avoir été poignardé à 3 reprises à l'épaule par 2 agents coiffés de bérets verts dans l'enceinte du stade en dépit des bastonnades qu'il dit avoir subies. Saran Sissé est la 3e victime qui a été entendue. Dans près d'une vingtaine de minutes de déposition, parfois sur fond de pleurs, elle a déclaré avoir subi toutes sortes de violences. Au stade. De l'ouverture du procès à maintenant, Mamadou Diallo est la toute première partie civile qui a déclaré à la barre avoir vu le colonel Moussa Keboro Kamara sortir son pistolet et tirer sur un jeune manifestant au stade du 28 septembre. Les avocats de l'officier, comme maître Abdoulaye Keita, minimisent la portée des propos du plaignant et lui demandent d'apporter les preuves de ses accusations. On l'écoute au micro de Sekou Diatia Camara. Vous savez, nous ne sommes pas étonnés d'entendre ce mot. Et la plupart des accusés ont retiré devant ce tribunal respecté, à commencer par les accusés qui n'ont jamais vu colonel Keboro Kamara avec une arme. Toujours avec ce placard qui marche, et parce qu'il aime toujours tout le temps écrire. Même au moment où je vous parle comme ça, il marche toujours avec ça, il aime noter tout ce qui se passe. Maintenant, c'est la première fois aujourd'hui qu'on entend une partie civile dire devant ce tribunal que colonel Keboro Kamara a tiré sur un manifestant. C'est à elle, la partie civile, d'apporter la preuve. Simple déclaration, ce ne sont pas des preuves. Et nous, c'est les preuves que nous recherchons. Qu'est-ce que vous voulez entendre dans la bouche d'une partie civile si ce n'est pas des accusations? Donc, nous, ça ne nous effraie pas. Nous attendons des preuves apportées devant ce tribunal criminel. Le procès du margi-chef Ibrahima Baldé, le gendarme filmé avec un pistolet à main lors d'une manifestation à l'appel du FNDC en octobre 2022, est renvoyé au 6 novembre prochain pour les plaidoiries. À l'audience de ce lundi, c'est le lieutenant Aboubakar Keita, commandant d'unité à laquelle appartient l'accusé, qui a été entendu. Au sortir de la salle, l'avocat de la défense, maître Joseph Sovogui, dit être confiant. Contrairement à la défense, la partie civile ne semble pas satisfaite de la façon dont les choses évoluent. D'ailleurs, la prochaine audience risque de se tenir sans la partie civile. En tout cas, c'est ce qu'a fait savoir maître Tierno Suleiman Baldé. Selon lui, la procédure est biaisée, rapporte Al-Khali Daouda Dafé. Nous reviendrons largement sur ce sujet dans nos prochaines éditions d'information. Le ministère du Travail et de la Fonction publique compte recruter des milliers de diplômés et de contractuels d'État. Cette annonce ne laisse pas indifférents certains représentants du mouvement syndical. Dans une interview accordée à notre rédaction ce lundi, le syndicat national de l'éducation, qui souhaite d'abord la fin de la biométrisation des fonctionnaires, juge ce recrutement inopportun. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, elle, ne s'oppose pas à ce nouveau processus, mais elle invite les autorités à prendre en compte leurs revendications concernant l'augmentation des salaires des travailleurs. Mani Sidibé. C'est à travers un communiqué que le ministère de la fonction publique a fait cette annonce. Il a été précisé que les candidats doivent envoyer leur dossier en ligne et devront payer 100 000 francs guinéens non remboursables. Pour le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, le gouvernement doit d'abord améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. Salifou Kamara. Le gouvernement vient de prouver encore qu'il a les moyens. S'il recrute 40 000 fonctionnaires, les fonctionnaires qui sont à sa disposition, il a prouvé qu'il peut aussi améliorer
améliorer leurs conditions de vie. Si le vendredi prochain, le gouvernement ne manifeste pas sa volonté, nous allons appeler les travailleurs et nous allons prendre des décisions. Quant au secrétaire général du syndicat national de l'éducation, il souhaite d'abord la fin de l'assainissement du fichier des fonctionnaires de l'État avant tout nouveau recrutement. Michel Pépé Balamou. Le recrutement est pour le moment inopportun, d'autant plus que nous sommes autour de la table de négociation et par la suite il y a un recensement biométrique qui est en cours, qui tarde à faire des résultats. Il faut d'abord attendre que le fichier soit totalement assaini. Cette annonce intervient au moment où les enseignants contractuels continuent de réclamer leur engagement à la fonction publique. Sont-ils concernés par ce nouveau recrutement? Michel Pépé Balamou précise. Ce recrutement n'intéresse pas les contracteurs communaux. Tout est en train d'être fait. Il y a une commission technique qui est mise en place, qui est en train de travailler. C'est à l'issue de cela et que ces enseignants contracteurs communaux vont être recrutés. Dans le communiqué du ministère de la fonction publique, il est dit que ce nouveau recrutement vise à satisfaire les besoins de l'État conformément aux demandes exprimées par les différents départements ministériels. Ensuite, rapporte le communiqué, le concours sera organisé dans les différentes régions administratives de l'intérieur du pays et de la région de Conakry. Les citoyens de la capitale Conakry aussi réagissent à l'annonce de ce concours de recrutement à la fonction publique. Même si la majorité d'entre eux se réjouissent de la nouvelle, certains craignent que ce concours ne soit entaché de corruption et de favoritisme. C'est pourquoi ils invitent les autorités à faire preuve de rigueur. Mamoudou Diakité. Selon les autorités, ce recrutement vise à satisfaire les besoins de l'État conformément aux demandes exprimées par les différents départements ministériels. Mamadou Habib Diallo, diplômé depuis 2020, trouve que c'est une opportunité à saisir. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Depuis que nous, on a fini l'université, un recrutement général n'a jamais été annoncé. En fait, je suis prêt à postuler à 100%. Même son de cloche chez cet autre citoyen rencontré à Nongo, Mohamed Ali Silla, se dit aussi prêt à tenter sa chance. C'est une bonne chose. Bon, j'ai tenté beaucoup de choses ici pour que je puisse intégrer dans la fonction publique. Jusqu'à présent, ça n'a pas abouti, vraiment. Voilà. Moi, quand même, je ne suis pas découragé. Je vais toujours tenter aussi ma chance. Contrairement aux deux premiers, Seydou Bari a une lecture différente sur ce concours. Une fois, moi, j'avais postulé d'abord pour l'appel d'offres du gouvernement au compte du département des eaux et forêts. Mais jusqu'à présent, on n'a pas été appelé. Donc, aucun résultat pour le moment. Donc, moi, pour le moment, ça ne me tient pas à cœur. Sidiba, philosophe politique, aborde dans le même sens que Seydou Bari. Lui aussi pense que cela risque de favoriser la corruption au sein des départements ministériels. C'est le moment de plusieurs cadres de se faire beaucoup d'argent, de se faire des belles immeubles en disant aux jeunes donne tel montant pour que je puisse te mettre dans mes recommandés. Le colonel doit mettre fin à cette pratique de recommandation. Par ailleurs, ces citoyens invitent les autorités à veiller strictement sur le déroulement de ce concours de recrutement à la fonction publique pour éviter toute action visant à favoriser certains au détriment des autres. Ce lundi, le secrétaire général du SPPG accompagné d'autres collègues se sont rendus au domicile de plusieurs journalistes violentés à Kaloum par des forces de sécurité. L'équipe de Sékou Djamel Pendessa a remis des enveloppes financières symboliques à nos confrères victimes de violences. Alseni Diallo. Cette visite du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a commencé à Matoto Chokadia Toussal, journaliste du groupe Adafo Média. Elle a été violentée le jour de la manifestation à l'appel du SPPG. Notre consoeur se remet peu à peu, mais elle traîne toujours les séquelles. Je suis réconfortée à plus d'un titre. Ils m'ont prouvé que nous sommes ensemble malgré tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment contente. Comme vous avez vu, je parle difficilement, j'ai très mal. Après Matoto, l'équipe de Sékou Djamel Pendessa s'est rendue à Imbaya Pharmacie dans les locaux d'Okavi Média. Une journaliste de ce média avait été copieusement molestée par les agents de force de l'ordre. Une visite hautement saluée par cette journaliste reporter d'images qui revient sur sa mésaventure. Je suis très ravie de cette marque de soutien, si je peux l'appeler comme ça, du SPPG. Ils ont été là pour nous depuis le début. On les remercie du fond du cœur
et le combat va continuer et nous allons toujours être là. Cela ne va pas nous décourager. L'étape de la tournée va donc s'achever chez le journaliste de Courrier.com qui a eu le cou fracturé. Tout comme chez les autres, le SPPG est porteur d'un message de réconfort. Son secrétaire général précise. On dit qu'il faut aller les mater pour les décourager, les casser le moral complètement. Et nous disons non seulement le bureau exécutif dit non, moralement on est encore là, il faut nous voir très bien, on n'est pas affecté, le combat va se poursuivre. Mais nous étions aussi venus le dire à ces champions de la lutte pour la liberté de la presse qui sont blessés, mais on leur dit moralement il ne faut jamais céder et ils sont là. Cette agression des journalistes perpétrée par des agents de la police a suscité une vive indignation dans l'opinion. Malgré tout, le ministre Ousmane Gawal Diallo a nié la violence exercée sur les journalistes, ce qui irrite la colère du SPPG. Son secrétaire général annonce que le combat va continuer jusqu'à la libération du site. Guinée Matin. On en sait un peu plus sur la destination de l'argent issu de la vente de véhicules administratifs par le gouvernement de transition, à en croire le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui était l'invité de Mirador ce lundi. Cet argent a servi à la rénovation et à la construction de nouvelles écoles professionnelles. Une autre partie a été injectée dans le secteur de la santé, ajoute Alpha Bakar Bari, décryptage Mariamba. La rénovation et la construction de certaines écoles professionnelles ont été financées par l'argent obtenu de la vente des véhicules administratifs. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre Alpha Bakar Bari ce lundi dans l'émission Mirador. Les deux premiers sont issus d'un financement extérieur et un apport du financement du budget national de développement. Mais le dernier, il a été financé entièrement sur fonds prélevés de l'opération de vente des véhicules V8 qui étaient à la présidence de la République. Selon le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, au minimum 300 apprenants ont participé aux travaux de construction de ces écoles, ce qui aurait permis de réduire les dépenses de l'État dans ces réalisations. Ce sont les apprenants qui ont rénové leur propre école. Les apprenants de la filière électricité ont entièrement monté le système électrique des bâtiments. Ceux qui étaient en maçonnerie ont entièrement participé à l'élévation des murs, au cloisonnement, etc. Donc du coup, c'est une expérience pour nous qui est extrêmement enrichissante et qui nous a permis d'apprendre 2 ou 3 choses. C'est que nous pouvons en fait réduire les dépenses de l'État dans la construction des infrastructures si nous adoptons ce genre de méthodologie. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle annonce toutefois qu'un rapport sera bientôt déposé au bureau du président ainsi qu'à toutes les institutions concernées pour justifier les dépenses. La première dame a été reçue ce lundi par la présidente du Comisgi au CAPAF, Centre de formation professionnelle américo-guinéen de couture et des métiers de la mode. Lauriane Doumbouya est allée à la rencontre de toutes les candidates de l'élection Miss Guinée qui se tiendra le 25 novembre prochain. L'occasion a été mise à profit par la directrice du Comisgi pour parler de la spécificité du concours cette année. La première dame de son côté a félicité les organisateurs avant d'encourager les Miss à aller au bout de leur combat. Mahawa et Vassila. C'est dans le cadre de la valorisation et de la promotion de la jeune fille guinéenne que la directrice du Comisgi a reçu la première dame de la République. Aminata Diallo, présidente du Comisgi, revient sur la particularité du concours cette année. Déjà, c'est les formations, c'est les costumes, c'est l'organisation en elle-même, c'est vraiment valoriser notre textile guinéen et c'est de valoriser la jeune femme. On est aux anges parce qu'on voit la première dame, on la suit, on voit qu'on a la même vision d'autonomiser les femmes. Mariamba, première dauphine du concours Miss Guinée-France, se dit honorée après cette rencontre avec la première dame et elle en sort déterminée plus que jamais. Alors, je suis vraiment très contente de rencontrer Madame la première dame, c'est vraiment un honneur pour moi et je ressors de cette audience, on va dire vraiment avec beaucoup de courage parce qu'elle nous a donné de bons conseils. Alors moi je demanderais aux autorités de vraiment soutenir les filles pour qu'elles puissent être scolarisées parce que l'éducation est la chose la plus importante pour s'épanouir dans une société. La première dame de la République est la marraine de cette édition. Elle exprime ses attentes vis-à-vis des filles. Madame Lauriane Doumbouya. C'est une bonne chose d'avoir ce type de centre de formation. Ça aide effectivement à l'autonomisation des jeunes femmes. Ça leur permet d'avoir des projets, de pouvoir avoir des objectifs et pouvoir les mener à bien. J'ose espérer pour elles effectivement qu'elles aient ce projet, non seulement
pour le concours de Miss Guinée et également pour elles-mêmes. 22 jeunes filles vont être en compétition pour valoriser leur beauté physique et intellectuelle. La cérémonie se tiendra le 25 novembre prochain au Palais du Peuple de Conakry avec pour thème la lutte contre l'immigration irrégulière des jeunes filles. La police de Matam vient de saisir plus de 500 kg de chanvre indien à Tugiwondi dans la commune de Matam. Le commissaire central de la police de Matam précise que cette saisine est le fruit d'une dénonciation faite par des citoyens. Le colonel Mohamed Lamine Conté, commissaire divisionnaire de police, commissaire central de la police de Matam, revient sur cette opération. Aux environs de 3 heures du matin, sur la base des renseignements, nous avons retrouvé ces 6 sacs que vous voyez de sambre indien dans une concession appelée Fodé-Souma d'Imaferenya. Ces 6 sacs de sambre indien que vous trouvez ont été trouvés dans cette concession. Et cette concession est gérée par le premier fils que vous allez même le prendre. Il va expliquer les circonstances dans lesquelles il est rentré en possession de ces 6 sacs. Et je tiens à vous préciser que nous n'allons pas courager les mains. Nous ferons tout pour pénaliser ce combat. Le concessionnaire, arrêté par la police, nie en bloc toutes les charges portées contre lui. Ibrahima Sori Souma indique que le chanvre indien saisi appartient à son oncle venu de la Sierra Leone. On l'écoute au micro de Sori Kandiabangura. C'est pour mon oncle. Il s'appelle Mohamed Kamara. Il ne fait rien comme travail. Il voyage sur la Sierra Leone. Comme il a une de mes clés, j'étais couché. C'est après avoir fini de les faire rentrer qu'il est venu m'informer en me disant qu'il viendra chercher son colis le matin. Très tôt le matin, les policiers malheureusement sont venus m'arrêter. C'est la deuxième fois qu'il envoie chez moi cette substance appelée chanvre indien. Je ne peux pas dire que je ne sais pas parce qu'il a fait devant moi. Je l'ai demandé. Il me dit que c'est le chanvre indien. Je lui ai dit sors de chez moi. Je ne veux pas de problème. Pour des raisons de rénovation du stade du 28 septembre, le ministère des Sports a sommé le Comité national olympique et sportif de Guinée, dont le siège se trouve dans la cour du stade, de libérer les lieux dans un bref délai. Cette décision du département des sports préoccupe le président de l'instance. Elhadj Ben Daouda Nansoko estime que leur installation à cet endroit ne peut en aucun cas empêcher l'évolution des travaux de rénovation de ce stade. Il estime qu'un pays peut rester sans ministère des Sports, mais jamais sans un comité national olympique et sportif. C'est pourquoi il invite le colonel Mamadi Doumbouya à les doter d'un nouveau siège. Alassane Diallo signe ce reportage. Le comité national olympique sportif de Guinée a moins de 30 jours pour quitter l'enceinte du stade du 28 septembre de Conakry, où il a bâti son siège sur autorisation de l'État guinéen. Cette décision n'est pas du goût du président du comité national olympique sportif de Guinée, qui estime que leur présence dans la cour de ce stade n'a aucun impact sur les travaux en cours. On peut être là, cohabiter avec le terrain. Ça ne dérangera l'exécution d'aucun plan. Cohabiter avec ce projet de rénovation. Ça ne dérangera rien. Il ne s'agit pas d'avoir des diplômes en génie civil. C'est faisable. Si le département des sports tient qu'ils quittent la cour du stade, il faut alors que le président de la transition leur trouve un siège digne de nom. Alors, s'il n'y a aucune autre solution de cohabiter, on tend la main au chef de l'État, le président de la République, le père de la nation, qui nous aide à avoir un siège. Il y a des pays qui n'ont pas de ministère des Sports, mais jamais sans un comité national olympique et sportif, ajoute Elhadj Ben Daouda Nansoko. Les 206 pays à travers le monde, ils ont tous un comité national olympique. Il y a des pays qui n'ont pas de ministère des Sports. Mais le CIO étant l'organe suprême du sport à travers le monde, il dote ces pays-là en comité national olympique pour pouvoir aider les sportifs de ce pays. Même les réfugiés, ils ont un comité national olympique, ils défilent aux Jeux olympiques. S'ils sont déguerpis sans être recasés, la Guinée risque d'être sanctionnée par le CIO. Le CIO peut ordonner aux fédérations internationales de la FIFA, Fédération internationale de judo, Fédération internationale de l'escrime, Fédération internationale de suspendre. À noter que cette décision du département des sports, si elle est appliquée, elle risque d'impacter l'emploi d'une trentaine de personnes. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Film Soir se poursuit avec vous, Alpha Ousmane Soirée. Merci à vous, Diarra Girassi, pour toutes ces informations sur l'actualité nationale ce lundi 23 octobre 2023. Dans un instant, nous vous donnerons d'autres informations, cette fois internationales. D'ici là, nous vous donnons encore quelques informations particulières sur la Guinée ce lundi même. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée.
Avant de parler de la colère des non ou malvoyants en Zérékoré, comme je vous le disais au sommaire, voici d'abord les coulisses. Film Soir. Coulisses. Les couloirs d'un événement du jour. Le procès de Dr Mohamed Diané s'est poursuivi ce lundi devant la chambre de jugement de la CRIEF, mais sans le prévenu. À l'issue de l'audience, la Cour a autorisé l'ancien ministre de la Défense qui est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux à se faire examiner dans une clinique spécialisée de la place, mais sous escorte. Aboubakar Sidiki Kamara nous fait le point. Depuis le 14 juillet dernier, les conseils de Dr Mohamed Diané ont formulé une demande d'autorisation d'examen médical de leur client. Bien que ce dernier n'ait pas pris part à l'audience de ce jour pour des raisons de santé, la Cour a tout de même fait réagir les parties. Joséphine Loli Tingiano, substitut du procureur. Nous ne sommes pas contre qu'il y ait un contrôle régulier sur l'état de santé de Dr Mohamed Diané. Mais s'il doit y avoir expertise médicale, que cette expertise se fasse sous escorte. Dans cette procédure, il est versé au dossier de Dr Mohamed Diané le rapport médico-légal concernant son état de santé. Un rapport médical que le Conseil de l'État guinéen remet en cause. Maître Amadou Baben Kamara. À ce jour, on n'a pas de certitude quant à l'authenticité même de ce résultat médical, Monsieur le Président. C'est pourquoi d'ailleurs, il a invité la Chambre de jugement de la CRIEF à rejeter tout simplement cette requête aux fins d'examen médical du prévenu. Après analyse, la Cour s'est prononcée sur cette demande formulée par les conseils de Dr Diané. Francis Kova-Zoumanigui, juge audiencier. Autorise Monsieur Mohamed Diané à se faire examiner par la clinique dénommée International Clinic Conakry à ses frais. Dit et juge que cet examen médical sera effectué sous l'escorte et la garde de l'administration de la maison centrale de Conakry, lieu de détention du dit prévenu. Renvoyant ainsi cette affaire au 6 novembre prochain, la Cour a précisé que cette mesure ne saurait servir d'obstacle à la comparution de l'ancien ministre de la Défense aux audiences en cours. Merci donc à Aboubakar Sidiki Kamara. À présent, voici l'Interland. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. Je vous le disais au sommaire, ce lundi, des aveugles ont pris d'assaut les rues de la commune urbaine de Nzérékoré pour exprimer leur ras-le-bol. Ils dénoncent leurs conditions de vie qu'ils jugent précaires, accompagnés de leurs enfants, pour d'autres de leurs époux ou épouses, ces malvoyants qui disent être laissés pour compte, ont scandé des slogans hostiles au cadre de la direction préfectorale de l'action sociale. Nous avons joint notre confrère du site Africa Guinée qui était présent lors de cette manifestation de colère. On écoute Sakouvogi Paul Foromo. Des aveugles qui sont réunis au sein de l'association guinéenne pour l'autonomisation des aveugles, qui sont sortis pour exprimer leur ras-le-bol face à ce qu'ils qualifient d'insensibilité de l'autorité administrative à leur égard. Et naturellement, ces aveugles, d'après ceux qui nous ont communiqué, depuis 10 ans, ils ont formé cette association au sein de laquelle ils se sont permis d'apprendre des métiers. Ils évoluent notamment dans l'artisanat, dans l'élevage, dans l'agriculture et dans la musique. Ce sont des gens qui chantent, mais ils disent que depuis 10 ans, ils n'ont pas reçu un appui de la part de l'autorité ici à Zérékoré. Cependant, dans les autres villes telles que Conakry, à des moments donnés, ces malvoyants ou ces personnes handicapées sont assistées par l'action sociale. Le cas récent qui les a d'ailleurs mis en colère de plus, c'était la journée des handicapés au cours de laquelle ils ont invité le gouverneur, le préfet et presque toute l'autorité de Zérékoré, et ces personnes ont brillé par leur absence. Ces aveugles accusent donc le ministère de l'Action sociale de dédain à leur endroit pour obtenir gain de cause. Ils ont envahi le gouvernorat de la ville de Nzérékoré pour porter leur message, rapporte le correspondant du site africaguinée.com. Sakouvogi Paul Foromo a été joint au téléphone par Amadou Ribari. D'après eux, ils ont des projets qu'ils ont montés, mais jusque-là, ils n'ont reçu aucun financement de la part de l'autorité ou de la part des partenaires qui puissent les appuyer parce qu'ils ne veulent pas mendier. Ils ne veulent pas mendier. Si vous attendez le slogan, vous voulez mendier, ils disent non. On ne veut pas mendier, mais nous voulons qu'on nous appuie afin qu'on puisse avoir des centres d'apprentissage de ces métiers pour que nous puissions subvenir à nos besoins et soutenir nos enfants qui sont en train d'étudier. Ils ont marché de la maison des jeunes qui a été le point de retrouvailles. De la maison des jeunes, ils sont rendus au gouvernorat de Zérékoré.
soirée. Ils ont été reçus par l'inspecteur régional de l'action sociale que nous avons également pris en interview. Cependant, en réponse bien sûr à ces différentes accusations portées contre l'autorité locale, ce monsieur nous a fait comprendre qu'il n'est pas au courant que ces aveugles ont monté des projets qui devaient être appuyés. Merci donc à notre confrère correspondant du site africaguinée.com, Nzere Kore, Sakouvogi Paul Foromo. Un point sur l'actualité internationale avant la 1-2 avec vous, Diarra Girassi. Rebonsoir. Rebonsoir Alphonse, bonne soirée, rebonsoir à tous. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. La mission de l'ONU au Mali a annoncé dimanche avoir accéléré son départ la veille du camp de Tessalite dans un contexte tendu ayant mis, selon elle, en danger son personnel. La MINUSMA s'est désengagée de Tessalite alors que la région de Kidal, dont fait partie cette localité, est le théâtre d'une escalade militaire entre acteurs armés pour le contrôle du territoire. Le Forum Paix et Sécurité de Lomé a pris fin ce dimanche. La rencontre qui a regroupé plus de 300 participants s'est achevée sur la déclaration de Lomé sur les transitions politiques issues des coups d'État sur le continent. Au cours de cette rencontre, il n'a pas été question d'approuver les putschs, mais plutôt de créer les conditions pour les éviter et aider les juntes à sortir de l'état d'exception, dit-on. L'immigration dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique a atteint des niveaux sans précédent en 2022. Selon un rapport de cette institution publié ce lundi, 6,1 millions de nouveaux immigrés permanents, soit une augmentation de 26% d'une année sur l'autre, ont été enregistrés dans ces pays membres. L'an dernier, plus d'un pays sur 3 a enregistré des flux inédits depuis au moins 15 ans, dont la France, l'Espagne ou la Belgique. Enfin, aux États-Unis, le syndicat automobile a annoncé ce lundi l'extension de la grève qui sévit déjà depuis mi-septembre dans des sites des 3 grands constructeurs américains à Stellantis. Sur cet important site, ce sont 6800 employés supplémentaires qui sont ainsi rappelés à cesser le travail, portant ainsi le total à plus de 40 000 grévistes. C'est la fin de ce Transinfo. À tous, merci pour votre fidélité. Merci à vous aussi, Diarra Girassi, pour toutes ces informations. Film Soir se poursuit. Dans un instant, nous parlerons de slam, mais avant, voici la 1-2. Film Soir, la 1-2. Les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Un proviseur, tenez-vous bien, est accusé de viol sur son élève en Guinée forestière. Les faits se seraient produits en avril dernier dans la sous-préfecture de Djeké, relevant de la préfecture de Yomou, mais c'est seulement ces derniers jours que l'affaire s'est ébruitée. Ce sujet fait la 1 de mediaguinée.com. Pour en parler, nous avons en ligne Amara Souza Soumaoro, correspondant du site à Nzere Kore. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à vous et bonsoir également aux millions d'auditeurs de la radio Sim FM. C'est vous qui rapportez cette nouvelle. Comment cette affaire a commencé et on apprend que le proviseur aurait tenté d'envoyer son élève dans un motel? Effectivement, l'affaire remonte en avril 2022 et la victime en question est élève de la 11e année. Elle n'avait pas été admise et pour la classe supérieure. Je veux parler ici de la 12e année. Compte tenu un peu de cette situation, puisqu'elle n'a pas été admise, le proviseur lui aurait fait des avances et lui promettant de l'aider pour qu'elle puisse passer en classe supérieure. Mais à condition était que la fille accepte de coucher avec lui et une avance qu'aurait rejeté la victime selon elle. Donc, malgré ça, le proviseur du lycée a toujours tenté de coucher avec la fille. Et pendant les vacances, la fille serait quittée à Djeké pour rejoindre son village où elle était allée pour effectuer les vacances. Et lors de cette vacance, le proviseur, en compagnie de l'un de ses professeurs, se serait donc rendu du moins dans le village de la fille. Et une fois arrivé, le proviseur a tenté aussi encore de faire plusieurs propositions à la victime, mais qui malheureusement a rejeté toutes les avances faites par son responsable d'école, qui est son proviseur. Ce n'est que maintenant à l'ouverture, parce que le proviseur tenait
tenait à à exécuter son sale besoin. Un jour, sachant que l'école s'était presque vidée, le proviseur a donc commissionné le chef de la classe et qui serait parti après la fille. Lorsque la fille est venue, elle est rentrée dans le bureau du proviseur. Mais c'est comme ça, le proviseur a tenté de se jeter sur la victime. Mais la victime, pris de peur, aurait finalement cédé. C'est dans la toilette que le proviseur aurait donc profité de commettre son sale besoin sur la fille. Sur son élève. Après avoir donc fini de commettre son acte ignoble sur son élève, il aurait ensuite l'intimidé de n'en parler à personne. Parce que, alors, chers confrères, comment l'affaire a été rendue publique? Exactement, c'est ce que je disais maintenant. La victime a été intimidée de ne rencontrer à personne parce que après avoir donc été intimidée, la fille a gardé le mal. Elle a donc préféré prendre son mal en patience, mais puisqu'elle était déjà rongée, elle est victime à cause de cette blessure physique et morale. La fille n'a pas pu supporter, parce qu'il faut le rappeler, la victime en question, elle est mariée, elle est mère de 2 enfants. Chaque nuit, elle ne faisait que pleurer. Bon, son mari ne comprenait toujours pas. Ces derniers tentaient chaque fois d'interroger sa femme pour savoir ce qui n'allait pas, mais finalement, un jour maintenant, la fille a eu le courage de dire toute la vérité à son mari. Une fois que son mari a été informé, ce dernier aussi a décidé de porter l'affaire devant les services de sécurité. C'est ainsi que la justice de Yomou, à travers le juge de paix, a été saisie. Actuellement, où je vous parle, le présumé violeur est détenu en prison pour les fins d'enquête. Le juge de paix quand même promet que toute la lumière sera faite autour de cette affaire, et pendant ce temps, il faut ajouter que les ONG de défense des droits de l'homme dans la région forestière sont à pied d'œuvre pour tirer clair dans ce dossier qui défraie la chronique présentement à Djeké. Et ce qui est aussi plus grave, c'est que la semaine dernière, il y a le centre de cette école en complicité avec quelques professeurs qui auraient donc manipulé les élèves qui sont descendus dans les rues pour exiger la libération de leurs proviseurs. Alors là, c'est très grave. Et la situation, elle est vraiment grave. Elle est vraiment grave parce que le moment où je vous parle maintenant, toutes les ONG de défense des droits de l'homme sont à pied d'œuvre. Mais le proviseur est en prison pour le moment. Il est actuellement en prison à Yomou. Les enquêtes sont en cours. Parce que le proviseur, selon les explications, le proviseur ne reconnaît pas avoir couché avec la fille. Très bien. Toutefois, il reconnaît quand même avoir suivi la fille. Et selon les dernières informations que le juge de paix de Yomou nous a confiées, il y a un transport judiciaire qui doit se faire parce que la fille, selon les explications de la fille, elle aurait été violée dans la toilette du proviseur, et cette équipe doit se rendre dans le dit établissement pour savoir effectivement s'il y a une douche ou bien s'il n'y en a pas. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de tentations. Pour la première fois d'abord, il faut le souligner, je n'avais pas ajouté ça. Une fois, le proviseur aurait donné 10 000 francs à la fille de partir l'attendre dans un motel. Ce jour, la fille était avec l'une de ses camarades. Très bien. Il y a beaucoup de témoignages, tous ces témoins quand même doivent être interrogés afin de tirer clair. Vous suivez toutes ces informations et merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. Amara Souza Soumaoro, correspondant du site mediaguinée.com à Yomou. Merci à vous. On poursuit cette session avec le grand format. Film Soir, grand format. Le grand reportage de Film Soir. Dans le grand format de ce lundi, nous nous intéressons, je vous le disais, au slam. Cette figure de style qui est à mi-chemin entre le rap et la poésie est aujourd'hui considérée comme un outil de démocratisation et un art de la performance poétique en Guinée. Cette pratique qui offre une tribune d'expression fait l'objet de convoitises chez les jeunes. Les plus en vue restent pour le moment les Dimedi Slam, qui ont réussi à décrocher des distinctions honorifiques à l'international. D'autres sont séduits par cette nouvelle forme qu'ils appellent slam pastoral et nous expliquent la thérapie du slam. Mamoudou M. Kondé les a rencontrés pour vous. Suivez. Art collectif,
Tribune de libre expression, mouvement à forte revendication sociale, le slam est aujourd'hui un art qui s'impose partout dans le monde. Et la République de Guinée n'en fait pas exception. Championne d'Afrique et vice-championne du monde grâce aux jeunes EOB du groupe d'Imed Islam, comme nous rappelle son complice DM. Très bien, mieux qu'il y a quelques années. Je suis convaincu qu'il va se sentir de mieux en mieux avec la floraison de slammeurs de qualité, parce qu'il faut le préciser, à un moment il y a eu une énorme vague et on n'en comptait que très peu qui étaient vraiment très bons, mais maintenant là on peut compter énormément de très bons slammeurs. Il ne faut pas oublier que la Guinée est championne d'Afrique et vice-championne du monde de slam. Ça suffit largement pour dire que le slam guinéen va bien et qu'il va continuer à aller bien. Mamadou Yaya Diallo, ancien homme de théâtre et rappeur, est séduit par cette nouvelle forme qu'il appelle slam pastoral. Le slam pastoral, c'est une poésie pastorale. Le slam étant une poésie, c'est une poésie libre qu'on déclame en public. La poésie pastorale, c'est de la poésie, c'est ce qu'on appelle Gimdi en Poudar. Selon lui, la langue ne doit pas être une barrière, raison pour laquelle il nous explique la place du slam pastoral dans la culture guinéenne et le rôle qu'il joue dans l'éducation des jeunes. La poésie pastorale a sa place, aujourd'hui une grande place dans la culture guinéenne. Puisqu'aujourd'hui, si nous parlons, comme j'aime à le dire, aucune culture n'est supérieure à l'autre, ne nous laissons pas phagocyter par les autres. Aujourd'hui, au lieu de faire du slam que seulement en français, je demande à tout le monde de slammer dans sa langue. Le slam aujourd'hui, c'est le plus grand support pour le ministère de l'Éducation, puisque pour être slameur, il faut être un grand lecteur. Aujourd'hui, le slam a poussé nos enfants à reprendre le livre. Soigner les mots par les mots, ouvrir les voies par les voies. Yaya Kassé, slameur guinéen résidant en France depuis quelques années, nous explique la thérapie du slam. Écrire des textes qui nous tiennent à cœur, peu importe le thème, dans le but de les partager, se révèle être une très belle thérapie. Le slam est un tremplin qui nous permet de transmettre des messages, de conter et raconter des histoires réelles ou imaginaires, en puisant l'inspiration sur tout ce qui nous entoure. Un vieux sage m'a dit un jour que parler de ses douleurs et peines, du mal-être qui nous consume à une oreille attentive, soulage l'âme et apaise l'être humain à plus d'un titre. Il peut être aussi enseigné dans les écoles, car il favorise à l'amélioration du niveau des élèves à l'écriture, à la lecture et le vocabulaire d'après Yaya Kassé. Il serait intéressant d'enseigner le slam dans les écoles en Guinée dès le collège. Cela pourra contribuer à l'amélioration du niveau des élèves dans l'écriture, la lecture, le vocabulaire et surtout favoriser l'affirmation des élèves dans leur milieu respectif. Le slam est un outil d'expression, de transmission des messages. Quoi de mieux que cette poésie libre pour dénoncer les inégalités, les injustices et les maux qui gangrènent ce monde. Un reportage de grand format signé Mamoudou M. Condé. On passe aux infos sportives et culturelles. Film Soir, Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive. Le sport d'abord avec vous, Mamadou Yagouba Diallo, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, Cherou Guirassy, malheureusement indisponible pendant quelques semaines. Ah oui, sorti sur blessure samedi dernier lors du déplacement de Stuttgart sur la pelouse de l'Union Berlin. Cherou Guirassy qui avait d'ailleurs inscrit un but dans ce match sera indisponible pendant quelques semaines annoncé. Et son club, Cherou Guirassy, a subi une blessure musculaire mineure gauche lors du match de Bundesliga à l'Union Berlin. En conséquence, le jeune homme de 27 ans ne sera pas disponible pendant quelques semaines, a donc écrit Stuttgart sur sa page Facebook. Une mauvaise nouvelle pour Cherou Guirassy, mais aussi pour Stuttgart qui était en train de faire un très bon début de saison. Mais pour la Guinée aussi. Exactement. On espère qu'il va revenir avant les éliminatoires de la Coupe du Monde prévue mi-novembre. Oui. Basketball, pour terminer, tournoi qualificatif à la balle, le SLAC logé dans la poule B. Ah oui, c'est la FIBA Afrique donc, qui a effectué le tirage au sort de ce tournoi qualificatif pour la prochaine édition de la balle, prévue donc du 31 au 5 novembre du côté du Cameroun. Le SLAC donc hérite du groupe B en compagnie de Bangui Sporting Club de la République centrafricaine, de ABC Fighters d'Abidjan, mais aussi de FUS de Rabat.
alors que dans le groupe 1, on a FAP du Cameroun, le Stade malien du Mali, Al-Ali de l'Égypte et BC Virunga du Congo. À rappeler que voilà, les deux qualifiés seront les deux premiers de chaque poule. Espérons que le SLAC va se qualifier d'ailleurs pour cette compétition. Le SLAC d'ailleurs qui s'est renforcé avec l'arrivée d'un Américain. Il s'agit de Marcus Gilbert. Il a 30 ans. Il a une taille de 1,98 mètres. Contrairement à vous. Merci à vous, Mamadou Yagouba Diallo. On passe aux infos culturelles. Film Soir. Info culture. Bonsoir Maïmouna Orbiba. Bonsoir soirée, bonsoir à tous. Le cinéma ce soir de Black Book, c'est le titre du film nigérian qui cartonne sur Netflix. Et oui, The Black Book, thriller d'action produit et réalisé par Edith Efiong, bat des records d'audience sur la plateforme payante Netflix. Un mois après sa sortie, le film se classe parmi les 10 meilleurs titres visionnés dans 69 pays. Un succès qui traduit la montée en puissance internationale de Nollywood. Lorsque Paul Edima, tueur repenti devenu pasteur convaincu, apprend que son fils soupçonné à tort d'un crime a été abattu, il se met en quête des assassins. Une plongée dans les bas-fonds de la police qui l'amène directement jusqu'au commanditaire, un général dont Edima avait été autrefois l'un des hommes de main. Complot, vengeance, violence de Black Book, produit et réalisé par Edith Efiong, est un thriller spectaculaire qui a captivé dès sa sortie 5,5 millions de spectateurs en 2 jours sur Netflix et qui, depuis 3 semaines, s'est incrusté dans le top 10 mondial de la plateforme. Ce Living in Bondage, autre film nigérian sorti en 2022, a fait mieux. The Black Book a coûté $1 million, financé, produit, réalisé et joué à 100% par des Nigérians. Le film traduit la montée en gamme de Nollywood, industrie cinématographique nigériane, avec 2000 productions annuelles. Nollywood est florissante, mais encore considérée comme qualitative plus faible que les productions européennes, américaines et asiatiques. Et c'est de RFI soirée. Merci à vous, Maïmouna Orbiba, pour toutes ces informations. On passe à l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. L'invité de Film Soir ce lundi est Sellou Baldé, coordinateur des fédérations de l'UFDG de l'intérieur du pays. Avec lui, il est question de la conduite de la transition. Sellou Baldé, interrogé par Ali Silla, s'exprime aussi sur le retour attendu du président de la NAD en Guinée. Suivez. Sellou Baldé, bientôt une année que le compteur des 24 mois de la transition conclue entre la CEDEAO et le CNRD en Guinée a été lancé. Aujourd'hui, dans l'opinion, beaucoup s'inquiètent à un glissement de calendrier. Quel est votre regard sur cet éventuel glissement de calendrier? Il faut avouer que nous avons dès le départ compris que le CNRD et son gouvernement n'avaient aucune volonté d'aller vers vraiment un retour diligent à l'ordre constitutionnel. Vous savez que c'est dans la douleur que cet agenda appelé agenda dynamique de 24 mois a été concocté entre le gouvernement du CNRD et les autorités de la CEDEAO. C'était en dehors des acteurs politiques majeurs de notre pays. Et donc aujourd'hui, parler de glissement, je crois que dès le début, les gens ne se sont pas inscrits dans la logique, dans une dynamique d'aller vers le respect de cet agenda-là. Donc parce qu'ils ont regroupé des familles d'activités qu'ils ont appelées agenda, alors qu'à lieu et place de cela et conformément à l'article 77 de la Charte de la transition, il fallait qu'on ait d'abord le véritable dialogue politique dans notre pays et qu'à l'issue de ce dialogue-là, que toutes les questions fondamentales liées au processus de retour à l'ordre constitutionnel soient discutées. Ce que moi je crois dans mon fort intérieur, c'est que le CNRD est dans son propre projet de ne pas vouloir organiser les élections de sitôt, de ne pas vouloir partir de sitôt et de voir dans quelle mesure, en tout cas, il pourrait retarder le processus autant que se faire se peut et peut-être même faire en sorte que le colonel se déshabille pour pouvoir se présenter à des élections qu'ils vont organiser. Sellou Baldé, cet éventuel glissement de calendrier qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres, est-ce que s'il y en aura, ça sera fait à dessein, à volonté par le CNRD ou bien ça sera lié à des blocus, notamment la mobilisation du montant devant organiser le retour à l'ordre constitutionnel? De ce côté, d'aucuns estiment que la CEDEAO aussi ne fait pas grand-chose.
imposé. Non, ça c'est un faux débat. Le débat lié au montant, c'est un faux débat. D'entrée de jeu, le CNRD n'avait aucune volonté. Convenez avec moi que c'est à chaque fois que les acteurs politiques majeurs se sont levés, il y a eu des manifestations, le CNRD a fait des déclarations, le CNRD a donné, si vous voulez, quelques lignes ou en tout cas mobilise la CEDEAO pour dire voici ce que nous sommes en train de faire. C'est un faux débat. Il faut d'abord mettre en place les mécanismes pouvant conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Honorable Baldé, parlant toujours de la conduite de cette transition, le président de la transition vient de retirer les passeports diplomatiques à un certain nombre de ministres. La semaine dernière, le procureur de la CRIEF a interdit à un certain nombre de DAF de quitter le territoire national. Est-ce que ce ne sont pas des actions qui mènent à bien gérer, à moraliser la chose publique? Non, pas du tout. C'est une fuite en avant, c'est du tape à l'œil, c'est un semblant que nous avons connu dans ce pays-là. Nous avons connu dans ce pays des présidents qui dénoncent même leurs cadres, mais qui continuent à les promouvoir. Nous avons eu ici ce qu'on a appelé l'évaluation du gouvernement. Mais quelle a été la conséquence? Une évaluation, elle sert à quoi? Elle sert à sanctionner positivement ou négativement. Qui a été sanctionné alors qu'on nous a annoncé des résultats qui se situent entre nuls et médiocres dans ce pays-là? Pourquoi ne pas tirer les conséquences pour avoir un attelage à même de conduire la transition? De l'autre côté, vous avez ces DAF-là. C'est des DAF qu'on a connus dans ce pays qui ont quand même laissé assez d'écho par rapport à la gestion de la chose publique au temps du professeur Alpha Condé, ce qu'on appelle les Jacques 518. Et donc, c'est des gens qui devraient, à mon avis, être les premiers à être interpellés par la CRIEF pour qu'ils rendent compte de leur gestion. Mais c'est des gens qu'on a reconnus. Dernière question, honorable Cellou Baldé. Le président Cellou Dalein Diallo est toujours en dehors de nos frontières. Son retour avait été annoncé. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Oui, vous-même, vous venez de le dire. Aujourd'hui, quel est l'élément qui devrait même le pousser à être là de sitôt, à hâter le pas? On n'est même pas dans la perspective d'aller vers une élection. Pour le moment, ils sont en train de gérer les affaires courantes. Il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas de code électoral, il n'y a pas d'organe de gestion des élections, il n'y a pas de constitution. Mais quand même, c'est lourd. Il doit rentrer pour l'animation de la vie politique. Attendez, il va rentrer, mais l'UFDG est une institution. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire? À quand son retour? Je dis bien, l'UFDG est une institution. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire? C'est lui en train de faire un travail énorme à l'extérieur du pays. Tenez-vous bien, le fait que cette transition sera recadrée très bientôt, le travail de Cellou fait partie. Que ce soit au niveau sous-régional ou international, des avancées sont en train d'être notées pour que la transition soit remise sur le pas, pour que nous puissions aller vers l'organisation des élections. Et c'est lui en train de faire ce travail. Il ne s'agit pas de revenir et s'asseoir à Conakry. Il a de lieutenants comme Cellou Baldé, comme Fodéoussou, comme Kalemoudou, comme Banosso, comme Doucouré, comme beaucoup d'autres personnes. Mais nous faisons le travail. Cellou viendra pour être candidat à l'élection présidentielle, conduire la liste des députés à l'Assemblée nationale, conduire la liste de nos élus communaux dans les différentes circonscriptions. À quand ce retour? À temps opportun. Merci. Merci bien. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Voilà, mesdames, messieurs, cet entretien de Ali Silla avec Cellou Baldé, coordinateur des fédérations de l'UFDG à l'intérieur du pays, met fin à cette session d'information FIM Soir. À la technique, Didier Blaki Souma. Merci à toute l'équipe de la rédaction dirigée par Arissa Tousso et Mamadou Aliou Bangoura. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne semaine où que vous soyez.